Bonjour et allô à toutes et à tous, ici Berlin. Vous écoutez le podcast avec un K, le podcast qui vous parle en français de politique allemande, mais pas seulement, parce qu'en 2024, avec les élections européennes, suivre les évolutions, les tendances de la société allemande, les débats qui agitent le pays, c'est tout simplement mieux comprendre notre Europe et voter en citoyenne ou citoyen informé. Voilà l'objectif de cette saison 4, une saison renouvelée, repensée avec un nouvel habillage sonore, une nouvelle chronique, un nouveau partenaire, mais toujours avec les analyses des experts du DFI et du reportage pour entendre l'Allemagne de 2024, c'est la marque de fabrique du podcast. Aujourd'hui, à quelques jours d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Berlin, comment le fameux moteur de l'Europe aborde-t-il cette année électorale ? Grogne sociale, impopularité des deux gouvernements, Paris et Berlin, dans le même bateau. Bienvenue dans ce premier épisode et tous mes vœux pour cette année 2024. Elle va être très dense politiquement, avec les européennes bien sûr, mais aussi ici en Allemagne, 3 élections régionales dans l'Est. À chaque scrutin, on s'attend à une forte poussée de l'extrême droite. Quelles seront les conséquences pour l'Allemagne, pour l'Europe, alors qu'on va commémorer les 80 ans du débarquement de Normandie ? Pour nous accompagner et apporter des analyses dès que nécessaire, j'accueille une nouvelle voix, le président de l'association Confrontation Europe. Bonjour Michel Derdevet. Bonjour Hélène. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Confrontation Europe ? Confrontation au pluriel. Confrontation Europe, c'est un des principaux laboratoires d'idées think tank européen existant en France, qui a été créé autour des années 92, c'est-à-dire au moment où le marché intérieur prenait corps, pour une Europe autrement. Et pour une conflictualité ouverte. Enfin, l'idée de confrontation, c'est que le débat, il est utile, il est positif, et on n'est pas dans de l'eau tiède, puisqu'on est en prise avec les vrais sujets du moment. On n'est pas que sur si vous me passez l'expression, de la théologie européenne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un message qui est articulé avec les grands chantiers industriels de l'Europe, et en même temps, au conseil d'administration de Confrontation, il y a de tout temps eu les grandes organisations syndicales françaises avec une projection sur les sujets qui vont dans l'immédiat nous occuper. Alors en 2024, Emmanuel Macron compte aussi rattraper une visite d'État qui avait dû être annulée l'an dernier. Ce sera évidemment aussi une année sportive avec l'Euro de football organisé par l'Allemagne et puis les Jeux Olympiques organisés par la France à Paris. L'occasion de rencontres entre les sociétés civiles. Et là, nous pourrons compter sur le regard de l'équipe du DFI qui me renouvelle sa confiance. Merci beaucoup et salut Stéphane Seidendorf. Salut Hélène, bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Reparti pour une série de podcasts ensemble. Je rappelle, tu es directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg qui produit ce podcast donc pour la 4e année consécutive déjà. Et oui, nous sommes déjà en 2024. Mais revenons un petit peu en arrière. 2023 s'est achevé avec le décès de 2 Européens, Jacques Delors et Wolfgang Schäuble, 2 personnalités bien différentes, pas de la même famille politique, mais ils étaient l'un et l'autre, chacun à sa manière, l'incarnation d'une certaine Europe et surtout, je dirais, d'une certaine époque. Une époque où la France et l'Allemagne étaient incontournables, un moment où on ne remettait pas en question ou même en doute le fameux couple, le fameux moteur franco-allemand. Alors, est-ce que c'est une page qui se tourne ? Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais pensé un peu comment commémorer, comment parler de ces 2 décès, c'est que malgré le fait qu'ils étaient des bords différents, centre-gauche d'un côté, un conservateur de l'autre côté, ce qui les unissait, c'était leur foi en l'Europe. Leur foi, et en même temps, c'était un peu l'aboutissement de leur combat. Ils n'avaient pas peur d'amener l'Europe dans l'arène politique, de se battre avec des propositions qui allaient très loin et qui souvent n'avaient pas directement le soutien d'une majorité des citoyennes et des citoyens. Ils étaient prêts à s'investir là-dessus et c'est ça qui les unissait. Et on peut se demander effectivement si cette foi en l'Europe, elle va toujours autant de soi comme c'était le cas pour ces 2 acteurs. En tout cas, il y a un homme politique qui compte bien reprendre ce flambeau, en tout cas qui essaye de se positionner comme étant celui qui porte aujourd'hui cet état d'esprit européen. C'est évidemment le président français, Emmanuel Macron. Son discours dans la cour des Invalides lors de l'hommage à Jacques Delors était assez limpide sur ce point. Autre indice, sa venue et sa participation avec une prise de parole à Berlin dans quelques jours, lundi au Bundestag, lors de la cérémonie pour Wolfgang Schäuble. D'après mes informations, il veut absolument donner un relief franco-allemand et européen à l'hommage national que les Allemands vont réserver à leur ancien ministre des Finances. Hasard du calendrier,
Ça sera donc le 22 janvier et c'est la journée franco-allemande. On ne peut pas s'empêcher de penser que pour Emmanuel Macron, c'est une façon assez idéale de lancer sa campagne électorale pour les européennes. Est-ce que cette récupération vous choque, Michel Derdevet, ou bien est-ce que c'est moi, en journaliste typique, qui vois des calculs politiques partout ? Tout le monde sait bien que l'Europe fait partie des marqueurs de départ d'Emmanuel Macron. On voit que dès les années 2016-2017, l'Europe est un élément. Donc il n'est pas anormal qu'on arrive en janvier 2024 avec un président de la République français qui parle d'Europe. Donc après la conclusion sur est-ce que c'est le démarrage de la campagne ou pas, il faudra voir comment va s'articuler la campagne. On connaît même pas côté français la tête de liste, on connaît pas les thèmes de cette campagne. Et voilà, je dépasserai volontiers le caractère personnel, vous voyez, Macron ou pas Macron. Par contre, le sujet de fond, c'est les européennes 2024, ça doit pas être on est pour ou contre l'Europe, c'est pas un référendum. C'est une élection où on doit rentrer dans le détail des propositions que de manière démocratique les partis vont faire. Il n'y a pas beaucoup de démocratie dans le monde où il y a 600 millions de citoyens qui vont voter une fois tous les 5 ans pour élire leurs représentants. Et ça, il faut pas que ça soit capté par les tweets, les messages LinkedIn et les apostrophes superficielles. Il faut que ça soit l'occasion de rappeler pourquoi l'Europe elle est essentielle, pourquoi, comme Jacques Delors l'évoquait, c'est notre Europe. L'Europe, c'est ce qu'on fait. C'est pas quelques technocrates à Bruxelles. C'est un projet profondément démocratique, mais sur lequel on doit faire que le débat public s'enrichisse et porte dans toute sa profondeur. Je rejoins Michel là-dessus. Si on n'a pas encore commencé la campagne, il serait content de la démarrer. Ça va être une année de tous les défis pour l'Europe. Il n'y a pas seulement les élections en Europe, aux États-Unis, 3 fois au niveau régional en Allemagne, et peut-être avec des majorités d'extrême droite. Il y a la guerre, il y a le climat, il y a l'énergie, il y a l'immigration, il y a tous ces sujets brûlants. Et les citoyennes, les citoyens, ils attendent des réponses de quelles solutions existent et à quel prix ils viennent. Donc il est grand temps pour moi de démarrer cette campagne. Mais Stéphane, c'est exactement ce qu'on se disait, toi et moi, lors de l'épisode qu'on a fait début décembre ensemble. On était à ce moment-là en plein pendant le blocage sur le budget, avec le débat sur le frein à la dette. Et donc personne n'avait la tête à ce moment-là dans les européennes, évidemment. Mais là, 6 semaines ont passé et on en est en fait au même point, avec encore et toujours d'ailleurs les mêmes raisons qu'il explique. L'Allemagne est très occupée avec son agenda intérieur, avec ses problèmes internes. La crise budgétaire s'est muée en crise sociale et l'Europe, en gros, elle passera après. Alors il faut dire qu'on a quand même, en ce moment, il faut s'arrêter dessus, un mouvement de protestation très rare pour l'Allemagne, qui est monté des provinces autour de la question de la fiscalité du carburant agricole. Le gouvernement, au moment du compromis autour du budget, a supprimé un rabais de 21 centimes par litre, dont bénéficiaient les agriculteurs. C'est une mesure qui n'est pas vraiment un très grand sacrifice financier, disent les syndicats agricoles, mais ça a réveillé symboliquement une colère très profonde et depuis le début du mois, les agriculteurs allemands font des blocages autour des grandes villes. Lundi 15 janvier, ils étaient avec des milliers de tracteurs en plein centre de Berlin. Reportage David Philippot. Pas question de laisser parler le ministre des Finances quand Christian Lindner s'approche du pupitre. La foule des manifestants lui hurle de dégager. Ils sont venus de toute l'Allemagne et il n'y a pas que des agriculteurs. Comme Florian, un mécanicien venu de Saxe. Ich komme aus Zittau. Ich bin Konstruktionsmechaniker. Ou Joachim, un Bavarois de Günzburg. On a fait 9 heures de route. J'ai une entreprise de menuiserie et je suis là par solidarité pour les agriculteurs. Les petites et moyennes structures, elles doivent se serrer les coudes. En vrai, je serais assez content du gouvernement actuel s'ils avaient un peu plus de retenue. Je voudrais avoir des hommes politiques qui réfléchissent aux conséquences de leurs décisions-là. Ils sortent des idées de nulle part, ils les jettent à la figure et c'est à nous d'encaisser. C'est une bande d'idiots, incapables, qui balancent notre argent par les fenêtres. On investit trop dans les guerres, dans des projets de développement inutiles à l'étranger et la corruption. Maintenant, ça suffit, le gouvernement doit partir. Pour Alexandra, une éleveuse du Brandebourg, les problèmes ne sont pas nouveaux. On nous a mis la bride au cou déjà pendant les années Merkel, mais elle est de plus en plus serrée et elle nous étrangle maintenant.
Donc moi je dis stop, regardez, tout part en ruine. Il y a de la pauvreté et l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit de plus en plus. Ça devient comme aux États-Unis et nous ne voulons pas de ça. Les organisateurs sont parvenus à maintenir à l'écart les groupes politiques qui cherchent à récupérer le mouvement, mais on voit quelques pancartes extrémistes, complotistes ou qui font des parallèles avec la dictature de RDA. Udo est venu de Fulda avec un drapeau flanqué du slogan de 1989 « Nous sommes le peuple ». C'est pareil, oui. Il y a tellement de gens ici. Ils veulent se battre pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, se battre pour le peuple tout entier. Mais Britta, qui est représentante du syndicat majoritaire Bauernverband, met en garde contre des élections anticipées. Je ne sais pas avec qui la CDU pourrait ou voudrait former une coalition. Donc il faut être prudent, parce que le programme électoral de l'AfD prévoit de bien nous en faire baver aussi. Selon elle, on part sur un conflit long. Avec cette décision pour économiser 1 milliard d'euros, la coalition d'Olaf Scholz récolte une colère qui a déjà un prix social et politique important. On l'a entendu, ce mouvement, il fédère déjà d'autres grognes. Lundi, j'étais moi aussi au milieu de cette manifestation et j'étais vraiment frappée par la présence de très nombreux autres corps de métier, des bouchers, des brasseurs, des petits commerçants. J'ai croisé des soignants, des enseignants. Tous ces gens se retrouvent en fait derrière le symbole de l'agriculteur à qui on demande encore et toujours des efforts. Ce sont des gens qui partagent aussi la même grande insatisfaction face au gouvernement. Et c'est vrai qu'on a là, en fait, Stéphane, un peu un exemple parfait des erreurs de Scholz. On a l'impression d'un immense amateurisme pour 1 milliard d'euros à peine. Il prend le risque d'une énorme colère et certains commentateurs ici font d'ailleurs déjà le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que ça te semble pertinent ? Comme souvent dans ces cas de comparaison, il y a une réalité sociologique qui peut se comparer. C'est ce sentiment d'avoir été délaissé, d'être incompris, d'une classe politique qui manquerait de respect et que de l'autre côté, le gouvernement, les responsables politiques, ils ne voient pas qu'il manque une petite étincelle en quelque sorte. Ce n'est pas tellement monétairement, tellement important ce qu'on leur demande aux agriculteurs pour faire déborder le vase, pour démarrer un mouvement qui devient plus grand et incontrôlable. Ceci dit, ensuite, il y a quand même des différences, encore une fois, entre les deux systèmes politiques. L'Allemagne, système parlementaire avec une démocratie beaucoup plus pluraliste où les forces intermédiaires ont un rôle beaucoup plus grand à jouer, elle peut plus facilement convoquer autour de la table les représentants des différents syndicats agricoles, des mouvements qui manifestent et les responsabiliser. Et on voit les deux. On a vu le ministre des Finances qui voulait aller devant les agriculteurs qui se fait huer et c'est le président de la fédération qui a dû demander, le président de la fédération des agriculteurs qui a dû demander le calme pour qu'il pouvait parler et c'était complètement un échec. Mais de l'autre côté, le représentant était reçu par les présidents du groupe politique des trois partis au gouvernement. Et là, c'était un autre son de cloche et visiblement, on est en train de négocier, de voir comment on peut revenir autour de la table et trouver une solution. Donc, il y a les deux, mais je conçois qu'il y a cette méfiance envers la politique qui serait déconnectée, qui ne comprend plus le vrai peuple, les vrais gens. Alors, c'est vrai ou pas, mais c'est dans le sentiment de ceux qui manifestent que c'est important, avec peut-être trop de changements qu'on leur demande, avec cette impression que c'est toujours les autres qui se tirent mieux et que moi, petit agriculteur ou transport routier ou artisan qui doit payer les frais que les autres ne payent pas. Donc là, il y a quelque chose qui monte et on aura donc ces élections régionales en Allemagne de l'Est où cela peut se manifester dans les urnes et c'est ça un peu le danger de ce mouvement actuellement. Oui, et d'ailleurs, dès les premières journées de blocage, on a vu une récupération de cette colère par le parti d'extrême droite AfD, mais aussi par des groupes plus radicaux, tout comme, à leur manière aussi, la droite conservatrice de la CDU ou le parti populiste des Freie Wähler essaient de capitaliser sur cette grogne. Ça a vraiment de quoi prendre de l'ampleur, la population allemande soutient le mouvement, et ça, on le sait parfaitement en France, il ne faut pas grand-chose pour que les colères s'agglomèrent. En France d'ailleurs aussi, il faut noter qu'il y a un mouvement des agriculteurs. D'une façon générale,
pas mal de colère en gestation un petit peu partout dans le pays, et une situation politique compliquée, comme l'a montré la séquence parlementaire autour de la loi immigration au mois de décembre. 2024 commence avec un remaniement. Bref, à quelques mois des européennes, on n'a pas, ni à Paris, ni à Berlin, le sentiment d'une grande sérénité gouvernementale. Est-ce que ça va jouer sur la campagne des européennes quand les deux superstars, entre guillemets, de l'Europe abordent l'année à ce point amochée et clopée? Comment arriver avec un récit européen entraînant? Est-ce que ça va donner le ton, en fait, sur tout le continent? Alors oui, mais j'aimerais revenir peut-être sur le point précédent. Ce qui est important, et Stéphane l'a évoqué rapidement, c'est que dans une démocratie comme les nôtres, c'est important que tous les sujets de politique européenne, tous les grands projets, soient portés, expliqués de manière systématique, permanente, dans les États membres. D'accord ? Moi, un de mes amis d'enfance, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était un député européen français, viticulteur, qui s'appelait Georges Sutra de Germa, et qui, au moment où l'Espagne et le Portugal sont rentrés dans l'Union européenne, il était semaine après semaine sur le terrain, dans des départements comme l'Hérault, l'Aude, le Gard, expliquer l'Europe, expliquer les projets, expliquer pourquoi l'élargissement ça avait du sens. Aujourd'hui, où sont les missi dominici? Où sont dans nos territoires ceux qui expliquent le Green Deal? Nous avons organisé la législature qui s'achève, une conférence sur l'avenir de l'Europe. T'es content, on a une plateforme digitale ultra moderne. Oui, mais enfin, la démocratie, c'est pas que les outils numériques, c'est aussi à un moment donné rencontrer des gens en chair et en os, leur parler, leur raconter les enjeux contradictoires, parfois pas simples à résumer, des grands textes européens. Et donc, pour moi, dans l'affaiblissement de ces corps intermédiaires, de ce lien avec la société civile, on peut amener des retours de bâton extrêmement violents, extrêmement rapides. On se fragilise. Parce qu'en fait, il manque un élément dans la construction démocratique. Et je suis inquiet parce que je vois de mois en mois, d'année en année, toute cette dimension-là s'affaiblir. Et notamment aussi dans la dimension transeuropéenne. On aura encore une fois des débats français, allemands, italiens qui porteront surtout sur la politique nationale. Les Français font leur campagne à côté des Allemands qui font leur campagne et tous les autres. Et c'est là où il faudrait avancer. C'est autant de la responsabilité des acteurs politiques que aussi des médias. Et donc heureusement qu'on puisse contribuer un tout petit peu avec ce podcast, même s'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Écoute, au moins, nous, on essaye de proposer un outil d'information, un moyen d'explication, parce qu'au-delà des sujets européens, on le voit bien ici en Allemagne, la communication du gouvernement allemand, elle est particulièrement catastrophique. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs une grande partie de son impopularité, impopularité de l'équipe tout entière. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du baromètre politique allemand qu'on a à la fois et le gouvernement et le chancelier qui sont si bas dans les baromètres d'opinion. Scholz, tout particulièrement, est illisible, incompréhensible. Et c'est un vrai problème en interne, mais aussi en externe. On cherche la voix de l'Allemagne depuis 2 ans. Surtout que les sujets, évidemment, ils ne manquent pas. Le monde n'attend pas. Guerre en Ukraine, tensions au Proche-Orient, la Chine, Taïwan, un retour éventuel de Trump à la Maison-Blanche. Alors, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a quand même une meilleure communication, mais si on revient à l'échelle franco-allemande, impossible de ne pas noter qu'en 2 ans, elle a quand même déjà eu 3 homologues français. Le nouveau en date, c'est Stéphane Séjourné. Schönen guten Tag, cher Stéphane, bienvenue à Berlin et merci d'être venu aussi vite. Évidemment, cette première rencontre, c'est un exercice imposé. L'essentiel pour moi dans ce premier entretien était donc de marquer que le tandem franco-allemand est plus important que jamais. Et toujours un peu cliché. On se comprend très bien et on s'entend très bien. Stéphane, ma question c'est, est-ce que cette volatilité française, le changement de tête, est un problème vu de Berlin? Même si, évidemment, il y a une continuité qui est assurée par les équipes dans les ministères et dans les ambassades, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que déjà que le binôme franco-allemand en ce moment, il a du mal à se faire entendre, alors si en plus on a des nouvelles têtes toutes les 6 mois, 1 an, comment peser à l'international? Alors 2 choses peut-être. D'un côté, à ce niveau-là, on commence quand même un tout petit peu à comprendre comment fonctionne l'autre. Donc, on sait très bien le poids de l'Élysée dans ses décisions diplomatiques et de politique étrangère, côté allemand. Deuxièmement, le côté personnel, ça joue un rôle et c'est important, notamment quand la relation ne va pas de soi. Et l'équipe actuelle, ils ont mis leur temps à se retrouver
ils ont vu, un peu malgré eux, que ça ne va pas de soi entre la France et l'Allemagne, que ça nécessite de l'effort et que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, une entente entre la France et l'Allemagne. Tu te souviens de la fameuse phrase du vice-chancelier prononcée devant les ambassadeurs l'automne dernier, où il a dit « Mais au fait, nous sommes d'accord sur rien. » Oui, ça c'est le point de départ. Entre Français et Allemands, l'entente, elle ne va pas de soi. Elle n'est pas automatique. C'est même plutôt le contraire, qu'on est toujours à l'opposé des deux points d'un conflit. Ensuite, il s'agit de faire le travail, de trouver des compromis et d'accepter que l'autre, il peut parfois aussi avoir raison ou avoir une meilleure solution, ou en tout cas une solution qui marche très bien chez lui, ou des choses qui fonctionnent différemment, et de chercher le compromis. Et pour ça, il faut l'entente personnelle et cette envie aussi de coopérer ensemble. Et dans ce sens-là, un petit recette de temps en temps, c'est peut-être une bonne chose. Ça te permet de redémarrer, alors que Annalena Baerbock, elle n'a pas arrêté de s'afficher en très proche de Catherine Colonna, une très bonne entente au niveau personnel. Là, avec le troisième ministre d'Affaires étrangères à qui elle a affaire, côté français, elle a redémarré avec au moins un très beau accueil à Berlin. C'était très chaleureux, ça avait l'air très chaleureux, je n'y étais pas. Et donc, peut-être on peut dire que ça promet. Michel ? Oui, je partage ce que vient de dire Stéphane. Il faut retrouver les voies d'une approche basée sur compréhension mutuelle, écoute, parfois un peu moins d'arrogance, et puis façon convergente d'avancer sur tel ou tel sujet. On le fait, quand il y a des crises, on voit bien que France et Allemands sont capables de réagir à l'unisson, et ils l'ont montré efficacement. Mais il faudrait que, à nos calmes, ou dans des périodes où c'est un peu moins des moments de crise internationale, qui est sur tous les sujets, un dialogue ouvert, permanent, très en amont, et qui soit basé sur de la confiance mutuelle. Si la confiance n'existe pas, si on suspecte l'autre d'être dans tel ou tel objectif ou telle vision, on n'arrivera pas à avancer. Je pense que le sujet majeur en 2024, c'est comment on recrée des avancées basées sur de la confiance. Parce que je pense que c'est le mot-clé, je ne sais pas s'il sera beaucoup employé pendant la campagne européenne qui s'annonce, et pourtant, c'est autour de ce mot-là que devrait se structurer le projet européen. Merci à tous les deux pour ce premier épisode, un épisode donc levé de rideau sur 2024 et ses enjeux politiques. Mais tout à l'heure, quand je parlais de ce monde qui n'attend pas, je pensais aussi à la planète, à l'urgence climatique. C'est pourquoi cette nouvelle saison du podcast avec un K vous proposera une chronique, la Minute Climat avec un K, 60 secondes en fin d'épisode pour présenter un acteur, une initiative, un événement allemand ou franco-allemand au service de la planète. Vous avez une idée ? Vous-même, vous portez un projet novateur, c'est le moment de nous contacter et on commencera dès le prochain épisode. D'ici là, merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand parce qu'en 2024, on n'a jamais eu autant besoin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.